Einstein, Erich. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. C'est un Vive le Québec. On va enchaîner, mais d'abord, Guillaume, je crois que pour parler du sport et des relations internationales, il nous fallait une base pour qu'on comprenne tous de quoi en parler. Tu allais interviewer quelqu'un, dis-nous qui. Exactement, alors on va rentrer dans le vif du sujet et j'ai interrogé donc Pim Verschuren qui est chercheur à l'IRIS sur les questions du sport et des relations internationales et à qui donc j'ai posé quelques questions sur la définition d'une diplomatie sportive afin de comprendre les liens entre le sport et les relations internationales. Et on a également traité la question de la diplomatie sportive française et de son avenir. Écoutez bien. Quelle est la place du sport dans une diplomatie et qu'est-ce qu'une diplomatie sportive ? Alors aujourd'hui, on voit que les États et les États émergents, mais aussi les États entre guillemets occidentaux, intègrent une place de plus en plus importante au sport dans leur diplomatie. La diplomatie sportive, il y a différentes formes qu'elle peut prendre. Ça peut être l'accueil de compétitions internationales sur le sol du pays. Ça peut être une politique de récupération de médailles dans des compétitions. Donc le fait pouvoir briller sur les compétitions sportives internationales. On a aussi certains pays qui vont racheter des clubs, notamment en Europe. On a aussi des pays qui vont investir dans des programmes pour aider au développement à travers le sport ou la réconciliation de peuples à travers le sport. Donc là aussi, en Afrique et en Asie, on a beaucoup de programmes de ce type et ça fait partie aussi de la diplomatie sportive parce que on essaye d'utiliser le sport à des fins diplomatiques, soit d'image, soit pour changer le comportement d'autres États. Souvent, ce sont des stratégies indirectes. C'est pour ça qu'on parle plutôt de soft power. Mais en tout cas, ce que l'on voit sur les 15 dernières années, c'est que le sport est de plus en plus une stratégie pour les États afin de briller et d'exister déjà aussi sur la scène internationale. D'accord. Et vous avez parlé de soft power, justement. Est-ce qu'on peut lier donc pleinement cette notion de soft power de Joseph Nye à la diplomatie sportive d'un État ? Oui, Joseph Nye, il y a plus de 20 ans maintenant, quand il avait construit sa théorie du soft power, il avait bien compris que les relations internationales étaient en pleine évolution et qu'on ne pouvait plus, comme auparavant, se faire la guerre ou utiliser des outils militaires pour changer le comportement d'autres acteurs ou pour exister. Et à côté des moyens militaires ou des moyens de force, on va avoir tout un ensemble d'outils culturels, artistiques, mais aussi sportifs, qui permettent aux États, d'avoir des nouveaux moyens d'action sur la scène internationale, qui sont beaucoup plus acceptés et acceptables parce qu'on a plus du tout l'utilisation de la force. Donc ce sont des moyens plus indirects, plus diffus, et le sport en fait pleinement partie, car le sport est devenu une activité extrêmement médiatique, universelle, qui est consommée et pratiquée, regardée par maintenant tous les continents, par tout un ensemble de populations émergentes également, et ce qui en fait un outil de diffusion, de valeurs, d'images, que les États peuvent aujourd'hui instrumentaliser pour défendre leurs intérêts. D'accord. Et justement, quels sont les États les plus avancés dans la diplomatie sportive ? Alors on a tout un ensemble d'États, déjà les États occidentaux qui accueillent depuis très longtemps les événements sportifs comme les Jeux Olympiques ou les Coupes du Monde. On voit que ce sont encore eux qui ont une sorte de domination sur l'accueil d'événements. Ce sont aussi ces États-là qui trustent les premières places dans les tableaux des médailles, donc ils vont aussi avoir une image de modernité et de force à travers les résultats sportifs. Mais, et ça c'est la nouveauté, depuis 15 ans, on voit que les pays émergents, et dans cela en particulier les BRICS, ce qu'on appelle Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud, ces États-là s'insèrent de plus en plus dans la scène sportive, que ce soit à travers l'accueil des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde, comme on a vu ces dernières années, mais aussi sur le tableau des médailles. On voit que ça se démocratise. Donc en ce sens, le sport est un secteur sur lequel rejaillissent les évolutions internationales.
Et donc, comme sur la scène politique mondiale, on a un poids grandissant de nouveaux pays industrialisés, des BRICS en particulier, et ben dans la scène sportive, cela se traduit également. Donc on peut voir toutes les évolutions politiques à travers les évolutions sportives. C'est en ça que l'objet sportif est intéressant à analyser, car il permet de comprendre les évolutions, mais aussi des fois les tensions qui peuvent exister sur la scène internationale. D'accord. Et la France a créé un ambassadeur du sport et depuis 2014, elle mène une politique sportive donc très active. Alors, quelle place concrètement souhaite donner la France au sport dans sa diplomatie et pourquoi est-ce seulement récent? C'est vrai que la France a, depuis maintenant une petite dizaine d'années, voulu reconquérir un peu le terrain sportif. Il faut savoir que la France était une terre d'accueil auparavant du sport international. On se souvient que le Comité olympique international, mais aussi tout un ensemble de fédérations internationales, comme notamment la FIFA, avait été hébergé dans les premières années à Paris. Donc il y a une centaine d'années, au début du XXe siècle et à la fin du XIXe siècle. Et la France a toujours été une nation sportive. Elle a accueilli les JO d'hiver en 68, en 92, les JO d'été en 1924, tout un ensemble de championnats internationaux également. Mais c'est que depuis une quinzaine d'années que la France souhaite revenir là aussi sur la scène sportive. La création de l'ambassadeur pour le sport au niveau du Quai d'Orsay est un symptôme de ce renouveau sportif français. Mais l'ensemble de la diplomatie sportive française est principalement axé autour des Jeux Olympiques 2024 et donc cette candidature qui a été préparée en amont depuis donc de longues années et qui a réussi il y a quelques mois à gagner l'aval du CIO pour donc accueillir les Jeux à Paris en 1924. Il va falloir voir dans les prochaines années si cette politique, cette diplomatie sportive française était au service des JO 2024 ou si au contraire les JO 2024 peuvent pas aussi être un des aspects de la diplomatie sportive française, mais ne pas se résumer à ça. Et on voit que la France a gagné l'accueil de la Coupe du Monde de rugby en 2023, et peut-être que d'autres compétitions vont être accueillies dans les prochaines années sur le sol français. Il y en aura d'autres, bien sûr. Et donc il va falloir voir si cette diplomatie sportive est pérenne, si elle perdure dans le temps, ou si elle va se résumer à l'accueil des Jeux Olympiques 2024, qui est le plus grand événement sportif de l'histoire, les Jeux Olympiques d'été. Donc pour la France, c'est une grande étape. Ça a été un moyen de rayonner sur la scène internationale, d'accueillir de nombreux chefs d'État, d'accueillir aussi des leaders économiques. Et voilà, on voit que ces JO vont servir au message, à l'image de la France. Et il faut voir si ça va continuer ou pas au-delà de l'horizon 2024. Et justement, est-ce que la France est puissante face au reste du monde sur ce terrain quand on voit que le Qatar fait ça justement, par exemple, dans une plus longue durée que n'a l'air de le faire la France? La France, elle a un avantage, c'est qu'elle a une image de modernité, de stabilité politique, d'entente avec ses voisins, donc d'apaisement, que des pays comme le Qatar ne peuvent pas se prévaloir. Le Qatar aujourd'hui fait face à une grave crise diplomatique avec ses voisins, comme vous le savez. Le Qatar fait aussi face à une crise d'image, car les travailleurs migrants exploités sur son sol pour construire les stades de la Coupe du Monde 2022 donnent une image extrêmement négative du Qatar. La France, elle, n'a pas ce souci-là. La France est aussi une terre qui est habituée à accueillir ce type d'événements comme les Jeux Olympiques. À Paris, on peut avoir les 40 000 lits que le CIO exige pour accueillir les Jeux Olympiques. Beaucoup de villes ne peuvent pas se prévaloir de cet avantage-là. Donc Paris est une capitale culturelle, est une capitale économique au niveau mondial, et c'est en ça que la France a un outil de rayonnement et une capacité touristique, une capacité hôtelière, une capacité en termes de stabilité politique et une capacité aussi économique, parce qu'il faut de l'argent pour accueillir ces événements, que finalement peu d'États peuvent avoir aujourd'hui. Alors bien sûr, on a parlé des pays émergents, la Russie, la Chine,
la Corée du Sud en ce moment, accueille de plus en plus d'événements sportifs. Mais comme on peut voir au Brésil aussi, suite aux Jeux Olympiques d'été en 2016 et à la Coupe du Monde 2014, on voit que c'est pas forcément facile pour ces États d'accueillir des Jeux Olympiques ou des Coupes du Monde. Donc voilà, la France a un avantage et c'est aussi pour ça qu'elle a candidaté pour 2024 et qu'elle a eu d'ailleurs les Jeux Olympiques, même s'il y a eu très peu de concurrence. Mais voilà, la France est une nation historique du sport et on le voit à travers cette candidature olympique qu'elle le reste pour le moment et que les prochaines années, elle aura toujours des arguments en sa faveur pour accueillir des Jeux Olympiques, mais aussi pour briller au tableau des médailles, car il n'y a pas que ça. La France est une des nations sportives les plus dynamiques et là aussi on voit dans les derniers chiffres qu'elle reste encore très compétitive. D'accord. Et pensez-vous que de manière générale, pour tous les pays, que la diplomatie sportive a de l'avenir ? Disons que la diplomatie sportive, elle peut prendre plein de formes et je crois que pour les États, c'est important d'adapter leur diplomatie sportive à leurs intérêts particuliers, à leurs capacités diplomatiques. Et on le voit d'ailleurs sur les 15 dernières années, la France n'a pas la même diplomatie sportive que la Chine ou que des petits États comme européens comme l'Autriche ou l'Ukraine ou des petits États en Afrique ou en Amérique latine. Donc le sport offre une multitude d'outils, que ce soit en termes de programmes de développement, des programmes d'échange sportifs, d'accueil d'événements. Certains États vont plutôt accueillir des événements plutôt secondaires, comme les championnats du monde de natation ou des compétitions de squash ou je ne sais d'autres disciplines qui exigent moins de contraintes économiques et matérielles. Il y a aussi certains États qui vont financer un club sportif, un seul, qui va être le phare un petit peu du pays. Donc en fait, il y a tout un ensemble de formes que cette diplomatie sportive peut prendre et il revient à chaque État d'adapter sa diplomatie sportive à ses intérêts et à ses capacités et c'est ce qu'on a toujours vu et ça ne s'attache pas uniquement au sport, c'est comme les questions militaires, chaque État a l'armée dont il a besoin et le sport en tant qu'outil de diplomatie c'est la même chose, c'est les mêmes questions qui se posent. Donc voilà, c'est à chaque État de s'adapter au contexte sportif et à ses intérêts. Voilà, merci Guillaume d'être allé chercher cette interview. Je pense qu'on a tous fait un bilan sur ce que c'est, ce que peut être la diplomatie sportive. Grâce à l'exemple, tu as pris la France, évidemment, c'est l'exemple le plus proche, qui ne colle pas vraiment avec le journal international, mais c'est en partenariat avec le Master Expertise International. Ich bin ein Tier. Entre ici, Jean Moulin. Yes, we can. Je fais compris. C'est un Snoopy.